Alors, donc, cette fois-ci, je vais prendre la base canonique de R2. Donc là, j'aurai image de G est égal à G, enfin vect de G de 1, 0, et puis de G de 0, 1. Et là, G de 1, 0 égale. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Et puis G de 0, 1, et bien tout simplement, c'est 1, moins 1 et 1. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, image de G égale à vect de ces deux vecteurs. 1, 1, moins 1, et puis 1, moins 1, 1. Et donc, voilà, en deux lignes, j'ai trouvé une famille génératrice de images de J. La question suivante, est-ce que c'est une famille libre? Ça se voit, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Ça se voit, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc c'est une famille libre. Donc là, vecteur non collinéaire. Et donc là, ça, c'est une base de image de J. Et donc la dimension de image de G est égale à 2. Je peux dire ça. Alors là, attention, attention, attention. Il y a un piège dans lequel il y a certains étudiants tombent dedans des fois. C'est que, vous avez vu juste avant, on a dit image de f est égale à 2. Et puis bon, c'est passé des choses et on a dit à un moment donné que image de f est égale à R2. Et là, il y a certains étudiants qui voient ça, ils voient un sous-espace vectoriel de dimension 2, et ils disent, eh bien voilà, c'est comme tout à l'heure, j'ai trouvé la même dimension, donc image de G, ça va être aussi R2, et l'application G sera surjective, et... mais non, il faut faire attention. Image de G, c'est un sous-espace vectoriel de quel espace? Toujours se poser la question et réunir toutes les informations avant de conclure. C'est un sous-espace vectoriel, cette fois-ci, de l'ensemble d'arrivée, de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire de R3, et qui a une dimension qui est égale à 3. Et donc, un sous-espace vectoriel de R3, c'est un ensemble de triplés, et donc ça ne peut pas être un ensemble de couples qui est l'ensemble R2. Ce n'est pas possible. Et donc là, pas de conclusion maladroite. Dimension de image de G est égale à 2. Par contre, pour faire le lien toujours avec cette proposition, ce que je peux dire, on remarque que image de G est différente de R3, donc G n'est pas surjective. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut être un bon petit défi. J'aime bien vous poser des défis à chaque vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire application surjective? Ça veut dire que chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Et lorsque l'application n'est pas surjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains éléments de l'ensemble d'arrivée qui n'admettent pas d'antécédent. Le petit défi, vous voyez, c'est quoi? Eh bien, c'est de me trouver des vecteurs, enfin un au moins, et puis plusieurs c'est possible, des vecteurs de R3 pour lesquels il n'y a pas d'antécédent. Impossible qu'il soit image d'un vecteur de R2. Donc vous cherchez ça, vous verrez, c'est une recherche bien instructive et bien intéressante. Voilà, ok. Bon, la transition est bien faite pour
cette troisième proposition, f est surjectif si seulement si image de f est égale à f. Et là, comme démonstration, qu'est-ce que je peux donner comme démonstration? C'est que image de f, c'est f de e. Et d'après ce qu'on avait déjà fait sur les applications, ben, tout simplement, dans quel cas f est surjective? Et bien dans le cas où f, enfin l'image de l'ensemble de départ, est égale exactement à l'ensemble d'arrivée. Donc là, vous avez votre troisième proposition. Voilà. Donc je vais effacer ça. Et là, on va retrouver, vous allez me dire encore, oui, on va retrouver un concept qu'on a déjà vu dans plusieurs chapitres. On a commencé par les systèmes, on a vu c'est quoi le rang d'un système. Après, on l'a vu avec les matrices, le rang d'une matrice. Et puis encore une fois, avec les espaces vectoriels, on a vu la notion de rang d'une famille de vecteurs. Et pour conclure en beauté, maintenant, on va voir c'est quoi le rang d'une application linéaire. Et vous allez voir que tout ça est lié. Alors, c'est quoi la définition? Donc la définition, elle est toute simple. Vous savez que image de f, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivées. Et donc en dimension finie, il a une certaine dimension, comme ce qu'on vient de voir là, comme ce qu'on vient de voir dans le premier exemple. Et bien tout simplement, cette dimension, par définition, c'est le rang de l'application linéaire en question. Alors pour l'exemple 1, on a trouvé que la dimension de image de f est égale à 2. Donc, on va dire tout simplement que le rang de f est égal à 2, tout simplement. Et ici, pour cette application linéaire, on a trouvé que le rang de g est égal aussi à 2. Enfin, on a trouvé que la dimension de image de g, pardon, c'est 2. Donc, le rang de g, c'est 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et vous allez voir après que c'est lié. C'est-à-dire le rang d'une application linéaire va être lié au rang d'une certaine matrice qu'on va voir plus tard. Et puis ça va être lié au rang d'un certain système, et ainsi de suite. Alors, cette notion de rang a des propriétés et qui ont un lien avec la nature de l'application et avec les dimensions des espaces en question. Alors, les propriétés. Donc la première propriété dit que f est injective si seulement si le rang de f est égal à la dimension de E, c'est-à-dire la dimension de l'espace de départ. Après, f est surjective si seulement si le rang de f est égal à la dimension de f qui est l'ensemble d'arrivée, enfin bien l'espace d'arrivée. Alors déjà, pour cette deuxième propriété, la démonstration elle est simple. Je ne vais pas vous la faire, enfin je vais la dire oralement, tout simplement. On avait dit tout à l'heure que f est surjective si seulement si, avec cette propriété, image de f est égale à f. Et quand deux espaces vectoriels sont égaux, ils ont la même dimension. Donc ça veut dire que la dimension de image de f est égale à la dimension de f. Et la dimension de image de f, c'est quoi? C'est le rang de f. Et on peut faire le raisonnement aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire si le rang de f est égal à la dimension de f, ça veut dire que ces sous-espaces vectoriels, ils ont la même dimension. Et comme image de f est inclus dans f, alors image de f est égale à f. Et donc, ça veut dire que f de e est égal à f. Et donc, l'application est surjective. Donc là, pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, pour la troisième, ben, c'est simple aussi, puisque si f est bijective, ça veut dire qu'elle est d'abord injective, et donc, ça veut dire que le rang de f est égal à la dimension de E. En plus, comme il est bijective, elle est aussi surjective. Donc, le rang de f est égal à la dimension de f. Donc, le rang de f est égal à la fois à la dimension de E et à la dimension de f. Et donc, ça veut dire que
les deux espaces vectoriels ont nécessairement la même dimension. Et ça vous dit quelque chose, ça? Même, égale, dimension. On continue. ISO. Et là, c'est ce qu'on avait vu. Une application linéaire d'un espace vectoriel vers un autre quand elle est bijective. Enfin, d'abord, une application linéaire, on l'appelle un morphisme d'espace vectoriel. Et dans le cas où il est bijective, ça devient un isomorphisme. Et en dimension finie, qu'est-ce que ça veut dire le mot iso? Ça veut dire qu'ils vont avoir la même dimension, nécessairement. Impossible d'avoir une application linéaire bijective entre deux espaces vectoriels qui n'ont pas la même dimension. Ça, c'est garanti par la maison. Voilà. Donc, ce que je vais démontrer, c'est plutôt ça. F injective si seulement si rond de f est égal à la dimension de f, parce que ça nous permet de réviser pas mal de choses sur les espaces vectoriels et sur les applications linéaires. Et puis, ça et ça, je vous laisse le soin de le rédiger. C'est quand même, je l'ai dit oralement, et je vous laisse le soin de le rédiger. Donc, je vais d'abord démontrer dans ce sens-là. Je vais supposer que f est injective, et je vais démontrer que le rond de f est égal à la dimension de E. Donc, je mets un point d'interrogation. Alors, par quoi je vais commencer? Par ça. Le rond de f est égal à la dimension de l'image de f. Et c'est égal à la dimension de vect de f de E1 jusqu'à f de En. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai une famille génératrice de images de f. Et là, je dois voir est-ce qu'elle est libre ou non. Donc la question, alors est-ce que f de E1, enfin f de E1 jusqu'à f de Em est une famille génératrice de images de f, et donc est-elle libre? Voilà, puisque si je sais qu'elle est libre, je peux déterminer la dimension de image de f. Bon, ce n'est pas libre, je sais que je dois la réduire pour trouver la dimension de image de f. Alors, comment faire pour montrer qu'une famille est libre? Tout simplement, on prend soit lambda 1, lambda m appartenant à K, avec lambda 1 f de E1, plus lambda 2 f de E2, plus lambda m f de Em, égale vecteur nul de E ou de F. Ce sont des éléments de F, donc une combinaison linéaire d'éléments de vecteurs de F va donner un vecteur de F. Donc on a ça. Et on veut démontrer, on veut voir, est-ce que cette combinaison linéaire ne peut se faire qu'avec des coefficients nuls, voilà, ou bien est-ce qu'il peut se faire aussi avec des coefficients qui ne sont pas nuls. Et donc ça va impliquer que f, alors j'utilise maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, j'utilise la linéarité de l'application linéaire. Et j'ai oublié de vous le dire, vous n'avez pas appuyé sur pause. Allez, j'ai donné déjà des indications, appuyez sur pause et essayez de chercher. J'ai oublié, et puis vous, bon, certains l'ont fait, certains non. Allez, on appuie sur pause, on cherche et on revient vers moi. Alors, f, donc, lambda 1 f de E1 plus, donc ça va faire f de lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda m Em.
égale vecteur nul de f. Tiens, j'ai un vecteur dont l'image par f est égale au vecteur nul. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vecteur? Eh bien oui, c'est un vecteur qui appartient au noyau de l'application linéaire. Donc cela implique que lambda 1, E1, plus lambda 2, E2, plus lambda m, EM, appartiennent à Ker de f. Mais Ker de f, je sais que f est injective. Et on a vu hier que lorsque f est injective, le noyau de f, il est réduit au vecteur nul. Voilà. Or, f est injective. Donc, Ker de f est égal au vecteur nul de E. Et du coup, si ce vecteur vient, il nous dit « Ah, moi j'appartiens au noyau de f », eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Mais toi, non, tu es le vecteur nul. Donc, lambda 1, E1, plus lambda m, EM, est égal au vecteur nul, cette fois-ci de E. Faites attention. C'est vrai qu'il y a les choses se ressemblent, mais à chaque fois, il faut savoir dans quel contexte on est, dans quel espace on travaille. On obtient un vecteur neutre, un vecteur nul, donc c'est un vecteur nul de quel espace? Est-ce qu'il est de l'espace d'arrivée, de l'espace de départ? Il faut toujours être au point à ce niveau-là. Il ne faut pas se perdre entre les notations, il faut toujours savoir dans quel cadre on est et dans quel cadre on évolue. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, EM qui est égale au vecteur nul. Mais les vecteurs E1, E2, EM, c'est quoi à l'origine? Eh bien, c'est... Enfin, non, je ne l'ai pas effacé. C'est une base de E. Et donc, qui dit base, dit famille libre. Et donc, si j'ai une combinaison linéaire de ces vecteurs qui est égale au vecteur nul, comme la famille est libre, parce que c'est une base, alors ça veut dire que ces coefficients sont tous nuls. Or, E1, EM est une famille libre. Donc, lambda 1 égale lambda 2 égale 1 est égal lambda m égale 0. Et du coup, ça va transmettre la propriété à f de E1, f de E2, f de EM. Donc ainsi, alors je vais effacer ce côté-là. Ainsi, f de E1 jusqu'à f de EM est libre. Alors, elle est déjà génératrice de image de f et elle est libre. Donc, c'est une base de image de f. Ainsi, le rang de f est égal à la dimension de image de f. Elle est égale à m. Et m, c'est quoi? C'est la dimension de E. Voilà. Donc, voilà pour ce sens-là. Quand l'application est injective, eh ben, le rang de l'application, il est exactement égal à la dimension de l'espace de départ. Allez, maintenant, on va passer à la réciproque. Alors cette fois-ci, je vais supposer que la dimension, enfin le rang de f est égal à la dimension de E, et je vais montrer que l'application est injective. Alors, la réciproque. Je suppose que le rang de f est égal
à la dimension de E. Ça veut dire M. Ça veut dire que... ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension de vecte de f de E1 jusqu'à f de EM est égale à M. Eh bien, tout simplement, f de E1 jusqu'à f de EM, c'est une famille génératrice. Elle contient M vecteurs et on dit que la dimension est égale à M. Donc, ça veut dire que c'est une famille libre. Donc, ça implique que f de E1 jusqu'à f de EM est une famille libre. Est une famille libre. Alors maintenant, je veux montrer que f est injective. Ça veut dire l'objectif que je cherche. Est-ce que ker de f, est-ce qu'il est réduit au vecteur nul de E? Alors déjà, je sais que le vecteur nul de E est inclus dans ker de f. Donc ça, j'en avais déjà parlé, c'est évident. Maintenant, je prends un vecteur x qui appartient à ker de f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est égal vecteur nul de f. Non, 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 non. On appuie sur pause, on essaye, et puis après, on revient vers la vidéo. Allez. Alors, ce vecteur x, il appartient à ker de f, mais à l'origine, c'est un vecteur de E. Et donc, il va s'exprimer, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, de manière unique, comme combinaison linéaire des vecteurs de la base de E. X appartient à E, donc il existe un et un seul alpha 1, alpha m appartenant à Km, tel que x est égal à alpha 1 E1 plus alpha m EM. Et là, qu'est-ce que je sais? Que f de x, donc ainsi, f de x est égal à f de alpha 1 E1 plus alpha m EM. Et ça, je sais que c'est égal au vecteur nul de f. Bon, pour le moment, on peut rien dire. Mais là, l'image d'une combinaison linéaire de vecteurs, toujours l'application du même principe et de la même propriété, est égale à la combinaison linéaire des images de ces vecteurs. Donc ça, c'est équivalent à dire que alpha 1, f de E1, ou bien je n'ai même pas besoin de mettre l'équivalence, je peux mettre que l'implication. Donc alpha 1, f de E1, plus alpha 2, f de E2, plus alpha m, f de EM, est égal vecteur nul de f. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Une combinaison linéaire des vecteurs f de E1, f de E2 jusqu'à f de EM qui donne le vecteur nul. Et quelle est mon hypothèse, ou bien la conséquence de mon hypothèse? C'est que cette famille, f de E1 jusqu'à f de EM, est libre. Et donc la seule combinaison linéaire possible des vecteurs de cette famille qui donne le vecteur nul, eh bien c'est quoi? C'est la combinaison linéaire où tous les coefficients sont nuls. C'est-à-dire comme f de E1 jusqu'à f de EM est libre, alors alpha 1 égale à alpha 2 égale alpha m égale 0. Et justement, si je reviens à mon vecteur x, eh bien ça sera quoi? Ça sera 0 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois EM. Donc ça sera tout simplement le vecteur nul. Donc grand X est égal vecteur nul de E. Voilà. Et du coup, conclusion,
ker de f est égal au vecteur nul de E, et du coup, l'application est injective. Voilà la démonstration de cette propriété. Alors, une dernière chose. Alors, un théorème très important, mais attention, il marche qu'en dimension finie. Pour cette année, aucun problème. Pour l'année prochaine, il faut l'utiliser avec précaution. Vous ne pouvez l'appliquer que dans le cas où vous travaillez avec des espaces vectoriels de dimension finie. Surtout l'espace de départ. L'espace d'arrivée, il peut être un espace de dimension infinie, mais si vous avez un espace de départ qui est de dimension infinie, et vous en aurez l'année prochaine, là, vous ne pouvez pas appliquer ce théorème. Alors ce théorème, il est tout simple. Je ne vais pas le démontrer, puisque la démonstration n'est pas dans l'esprit du programme, n'est pas, voilà, et il est assez, il nécessite un certain bagage mathématique. Donc, tout simplement, nous, on va le voir et on va pouvoir l'appliquer dans les exercices et dans les activités qu'on va faire, et on va observer quand même et vérifier qu'il est bon dans la plupart des exercices qu'on va faire. Donc, ce théorème dit que la dimension de l'espace de départ est toujours égale, en dimension finie, à la dimension du noyau de f plus le rang de f. Ou bien je peux dire, je vais effacer ça, la dimension de E égale à la dimension de ker de f plus la dimension de image de f. Et là, vous verrez qu'il sera d'une grande utilité dans les recherches, puisque quand on a une application linéaire, toujours on commence par chercher soit l'image, soit le noyau. Supposons qu'on a cherché l'image. On a trouvé l'image, on a trouvé sa dimension. Et bien tout simplement, même avant de commencer la recherche du noyau, on sait ce qu'on va trouver. Enfin, on sait ce qu'on va trouver. C'est-à-dire, on sait déjà, même avant de commencer, que la dimension du noyau va être égale à la dimension de l'espace de départ moins la dimension de l'image. Et des fois, ça peut servir pour savoir ce qu'on cherche exactement. Et des fois, c'est l'inverse. On a d'abord le noyau, parce que comme c'est fait avec des systèmes homogènes, on arrive à le trouver facilement. Et puis après, pour l'image, comme on connaît sa dimension, on peut déjà, par exemple, si on sait qu'elle est de dimension 1, je donne un exemple, ben, tout simplement, pourquoi on va chercher, on va tout simplement chercher un vecteur qui appartient à l'image et qui n'est pas nul. Si on sait que l'image est de dimension 2, que l'image de f est de dimension 2, eh ben, il suffit de chercher, de trouver deux vecteurs de image de f qui ne sont pas collinéaires, et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc ça c'est le théorème, donc on verra quand on va faire les exercices. Et ce théorème, il représente, il a une application intéressante dans le cas des endomorphismes. Et c'est vrai que la plupart de nos exercices, la plupart de notre travail, ça sera sur les endomorphismes, c'est-à-dire les applications linéaires d'un espace vectoriel vers lui-même. Alors, quand vous avez un endomorphisme, et là c'est intéressant, dès que vous trouvez que l'application est injective, eh bien, automatiquement, elle sera surjective. Et du coup, automatiquement, elle est bijective. C'est-à-dire, f injective, f surjective, f bijective, c'est, comment je vais dire ça, c'est équivalent. Voilà. Alors, je vais le démontrer rapidement. Vous verrez que la démonstration est simple. Je vais juste, par exemple, je prends f injective. Donc ça, c'est équivalent à dire que ker de f est réduit au vecteur nul de E. Ça veut dire que la dimension de ker de f
est égal à 0. Maintenant, j'applique le théorème du rang. Donc, la dimension de E est égale à la dimension de ker de F plus la dimension de l'image de F. La dimension de ker de F, c'est 0. Ça veut dire que la dimension de l'image de F est égale à la dimension de E. Or, image de F, comme c'est un endomorphisme, l'espace d'arrivée, c'est E. C'est un sous-espace vectoriel de E. Et donc, comme il a la même dimension que E, ça veut dire que image de F est égale à E. Ça veut dire que image de F, c'est l'ensemble d'arrivée, puisque n'oublions pas qu'on a un endomorphisme, donc l'espace de départ est le même que l'espace d'arrivée. Donc, dimension image de F est égale à E, donc F est surjective. Voilà. Et inversement, alors je vais le dire oralement, et je vous laisse le soin de le rédiger. Lorsque F est surjective, ça veut dire que image de F est égale à E. On remonte dans l'autre sens. F surjective, ça veut dire image de E de F est égale à E, à l'espace d'arrivée, mais l'espace d'arrivée c'est E. Ça veut dire que la dimension de image de F est égale à la dimension de E. Et donc, en utilisant le théorème du rang, ça veut dire que la dimension de image de F est égale à la dimension de E, donc la dimension de ker de F est égale à 0. Et donc, comme la dimension de ker de F est égale à 0, ça veut dire que ker de F est réduit au vecteur nul, et donc ça veut dire que F est injective. Donc là, c'est équivalent. F injective, pardon, c'est là, F injective équivalent à F surjective. Et puis bien sûr, quand F est surjective, ça implique qu'il est injective, donc ça implique qu'il est bijectif, puisqu'il est à la fois injective et surjective. Et puis dans ce sens-là, F est bijective. Évidemment, ça veut dire que F est surjectif et que F est injectif. Voilà. Donc, avec les exercices, on aura l'occasion d'appliquer tout ça.